clocher vieux, au sud, mesure 103 mètres. Elle est creuse à l'intérieur, il n'y a aucune charpente. Aucune poutre ne la soutient. Les pierres se superposent un peu comme les écailles d'un poisson. Elle contraste avec la plus récente, la flèche du clocher neuf, au nord, à gauche, qui mesure 115 mètres, a été construite par Jean Texier dit Jean de Beauce, au XVIe siècle. Elle est dans le plus pur style gothique flamboyant, chargée d'ornements et de dentelles. On peut visiter ce clocher. Chartres, la ville qui nous intéressera plus pour notre visite, a été construite sur un plateau qui domine la vallée de l'Eure. C'est pour cette raison qu'on aperçoit la cathédrale à 7 km, quel que soit l'endroit d'où l'on arrive. Certains jours partent en clair. On découvre les deux flèches irréprochables de certains endroits à plus de 30 km. Par mesure de sécurité, nous vous demanderons de ne pas vous pencher, de ne pas vous lever, de garder vos effets personnels à l'intérieur. Et bien attention, nous sommes partis pour notre voyage. Ça y est, le top départ. Vous êtes à bord du PTGV, le petit train à grande vitesse. La seule différence avec le TGV, qui fait 315 km en 1 heure, c'est que nous mettons 1 semaine pour les faire, nous battons des records de lenteur. C'est vrai également que nous crevons plus souvent que le TGV. En revanche, nous n'avons jamais de mouvements sociaux dans le petit train. Nous commençons notre périple à droite sur le pavé de la cathédrale, là où se trouvent les cailloux, les graviers. De nombreuses fouilles archéologiques recouvertes depuis une trentaine d'années ont permis de révéler l'existence d'un vaste tribunal romain du début de l'ère chrétienne, ainsi que des maisons canoniales du XIIe siècle détruites à la fin du XIXe. Les caves souterraines sous ces fouilles descendaient à plus de 19 mètres de profondeur et servaient d'abri antiaérien durant la Seconde Guerre mondiale. Durant celle-ci, on a protégé la cathédrale en installant des sacs de sable autour jusqu'au premier étage. Les vitraux étaient démontés en 15 jours en 1940, puis mis à l'abri dans la crypte, mais également plus surprenant dans des grottes très loin en Dordogne. On ne voulait pas en cas de destruction qu'elle soit totale, on avait séparé les vitraux. Ils ont été réinstallés en 1948. Ils étaient si précieux qu'ils ont également été démontés durant la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1940, Jean Moulin avait été chargé par le général de Gaulle de coordonner les mouvements de la résistance française dont il était le chef. Il mourut à 44 ans, victime de son patriotisme, effectuant son premier acte de résistance à Chartres en refusant de signer des documents allemands. À droite, au numéro 26, c'était l'évêché, la maison de l'évêque il y a encore 10 ans. Cette maison du XVIe siècle a appartenu au XVIIe siècle à M. de Champron, qui inspira le personnage d'Harpagon pour la pièce de théâtre L'Avare de Molière. Ah ouais. Ils l'ont appelé le Molière. Face à nous à gauche, le monument en forme d'arc, érigé en hommage à un soldat, tombé pendant la guerre perdue franco-allemande de 1870. C'est rare d'avoir un monument de cette guerre. Il y en a eu une en 1870 aussi. Oui, avec les Allemands. Toujours à gauche, derrière le train, derrière nous, la médiathèque avec sa tour de l'horloge. Créée il y a plus de 90 ans par un architecte local qui s'inspira du gothique. C'était la Poste il y a encore 15 ans. Les gens qui arrivaient à Chartres la prenaient parfois pour la cathédrale. Alors nous l'avons appelée ici Notre-Dame des Postes. Les rentiers, et bien discuter, se promener, mettaient leur bel habit du dimanche et venaient aussi se montrer ici. Il y en avait un service dans ma ville, de petits kiosques comme ça. Le bas, la promenade était plus calme. Son extrémité nord était occupée par l'ancêtre du tennis, le jeu de paume, jusqu'au XVIIIe siècle. Nous sommes dans la rue du Rempart-Châtelet qui fut aménagée en 1838, sur l'emplacement de l'ancien mur d'enceinte. Les bâtisses bourgeoises, à droite, datent donc au minimum de la deuxième partie du XIXe siècle.
Nous pénétrons dans la rue des Lys en brûlant un stop. J'espère que vous ne me dénoncerez pas. Les Lys, c'était les barres de bois auxquelles on attachait les chevaux du marché. Un peu plus loin sur la gauche, la prison était installée depuis 1799 dans l'ancien couvent des Carmélites du XVIIe siècle. Elle comptait 125 détenus aux conditions de détention actuelles et a déménagé dans la banlieue d'Orléans il y a maintenant 10 ans. À gauche toujours, l'entrée d'origine, avec au-dessus des inscriptions indiquant la maison d'arrêt, de justice et de correction. Les rues sont pas très fréquentées dans les voitures. La statue de la Vierge Marie qui tient Jésus dans ses bras. C'était l'une des 9 portes qui permettait d'accéder au cloître Notre-Dame où se trouve la cathédrale, dont vous verrez le porche nord dit de l'Alliance qui évoque l'Ancien Testament. T'étais là. C'est là qu'on est passé. Les portes du cloître étaient fermées la nuit. On y exerçait le droit d'asile. On avait le gîte et le couvert offerts par l'Église à la nuit tombée, lorsqu'on était pauvre, sans abri. À gauche, derrière le portail, vous apprécierez de jolis rosiers et la façade du XVIIIe siècle de l'ancien séminaire Saint-Charles rénové, qui est devenu une partie du tribunal judiciaire. Ouais, elle a vu en passant. Hein. Regardez à travers la vitre. Donc sur la gauche, l'ancien séminaire Saint-Charles. Il y avait beaucoup de bâtiments religieux dans ce quartier près du cloître Notre-Dame. Ces couvents, ces séminaires, ont pour la plupart été vendus à l'État. Ça, c'est moche. Nous allons descendre maintenant vers la rivière de Chartres, l'Eure par la rue Muret. La rue Muret fut l'une des premières rues à être pavée au XIIe siècle, afin de permettre aux chariots, tirés par les chevaux, d'apporter matériaux et matériel nécessaires à la construction de la cathédrale. On avait pavé la route pour empêcher les chevaux de glisser, les calèches de s'enliser dans la boue par temps de pluie. Sur la petite place à gauche avaient lieu les exécutions capitales lorsqu'elles étaient publiques à partir de la Révolution française. La guillotine y a été installée pour la dernière fois en 1931 pour un jeune ouvrier agricole qui avait ôté la vie avec une barre de fer à un couple de tailleurs, simplement pour quelques vêtements et un peu d'argent. À gauche, au second plan fond, il y a le grand mur de la prison, déjà évoqué. Si je sais que les cellules étaient petites dans cette prison, c'est parce que j'ai fait plusieurs stages pour conduire en état d'ivresse. Pour avoir aussi kidnappé les enfants du petit train. À droite, il y a des maisons à pignons et encore bellement vieilles de 500 ans. Regardez les poutres qui soutiennent le premier étage. La taxe d'habitation au Moyen-Âge était basée sur la surface au sol. Grâce à cette technique de l'encorbellement, on a un premier étage plus grand que le rez-de-chaussée. On payait donc moins d'impôts par rapport à la surface qu'on habitait. Là. Voilà là, voilà là.
Je pense qu'on a monté tout ça. Et oui, c'est ce qu'on a monté. Ah. On a fait tout ça à pied hein, tout à l'heure. Ouais. Au retour, on pourra peut-être descendre par là. On redescend par là. Bon, ça va être. On ira plus doucement parce que. Il y a le radeau. Ouais, non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ah, il ne voudra pas, non. Fais attention à comment je me tiens. Ben, on va passer devant l'hôtel. Eh, les filles, on va passer devant l'hôtel. Non, on n'est pas l'hôtel. Un peu plus loin sur la droite, au numéro 39, vous verrez mieux la technique de l'encorbellement avec les poutres qui soutiennent le premier étage. Face à nous à gauche, de bas en haut, se trouve l'église de Notre-Dame de la Brèche. Regardez en haut, le clocher, il est en cuivre comme le toit de la cathédrale. Il est devenu vert sous l'effet du temps, de l'oxydation. Le toit de la cathédrale était en plomb et en bois, il a brûlé et fondu. On l'a remplacé par des cuivres qui verdissent sous l'eau. La chapelle, qui a hérité de nouveaux vitraux il y a quelques années, nous rappelle l'épisode du siège de Chartres par l'armée de Condé. En 1568, les canons de l'artillerie de l'armée de Condé ouvraient une brèche dans les remparts de la ville. Cependant, les protestants, les huguenots, renoncèrent à rentrer dans Chartres. Après cette grande période de guerre de religion, Henri IV fut sacré roi de France le 27 février 1594 dans la cathédrale. Il fut le seul roi de France sacré à Chartres. Aussi, il a été à Orléans et les autres à Reims. Et les autres à Reims. À Reims. Ah ouais, ça On va monte, pas hein. passer là-bas. La collégiale Saint-André sur la gauche date du XIIe siècle, comme le montre le beau portail roman au premier plan. L'église fut désaffectée, abandonnée. Elle servait ensuite de grenier à blé, de grenier à nourriture. À l'époque, on disait souvent que la région était le grenier à blé de la France. On dit toujours d'ailleurs. Elle accueille parfois des expositions d'art, sculpture, peinture. La prochaine exposition aura lieu à la fin de la semaine prochaine. L'entrée est libre. L'entrée sera libre. À droite, il y a le théâtre Saint-Nicolas qui permet d'accéder à la ville haute. Il y a plus de 130 marches à monter. Oula. Nous allons traverser l'Eure par le pont des Milliers qui date du XVIe siècle, qui porte le nom d'un couvent qui n'était pas loin d'ici. Jusqu'au XIIe siècle, la rivière avait une activité portuaire dans ce quartier. Il y avait des échanges fluviaux, des bateaux à fond plat, la rivière n'étant pas profonde. À droite, c'était la voie où les lavandières venaient laver le linge à la bourgeoisie chartraine. Au premier plan, le moulin de Ponceau, restaurant qui a brûlé il y a une trentaine d'années et qui a été reconstruit pratiquement de la même façon. À gauche, il y a la collégiale Saint-André avec sa tour carrée, pont, passerelle. Derrière la première passerelle, il y a un porche arrondi qui est sombre à l'intérieur. Sous ce porche, il y a une fontaine, la fontaine Saint-Nicolas, qui était le seul point d'eau potable de la ville au Moyen-Âge, ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait également des porteurs d'eau qui achemiнаient l'eau à travers toute la ville. Ces porteurs d'eau s'appelaient les éviers. Pour cette raison d'ailleurs que vous avez un évier dans votre cuisine. Je rigole. Ah, mon Dieu. Bah, lui aussi. Je comprends pas cette. Non, mais. Bah si, on va passer. Si, ça passe. C'est qui ça? Non, c'est moi. Ah, c'est toi? C'est le petit tabouret. Ça fait quoi? Le petit tabouret là qui a glissé.
Oui, je comprends pas là les interdictions. Bon, la femme enceinte, c'est bien. L'autre, le dos, on ne comprend pas trop, mais celui Nous allons donc longer les bords de l'heure, vous découvrirez la voie, passerelle. Ah oui, quand on a des problèmes. C'est pas interdit, c'est pour À gauche, les bords. c'est mauvais. Mais on le sent, hein, moi j'ai mal au dos. Là, ça m'a L'un des plus anciens ateliers de vitraux. Il reste 8 mètres derrière Chartres, 24 dans le département de l'Eure-et-Loire. Chartres est la capitale internationale des vitrages. Oui, ça tasse un peu les... À droite, les bords de la rivière Fleury. Au centre, un déversoir de la fin du 19e siècle, qui permet de contrôler le niveau de l'eau. Il y avait un lieu d'abattage dans ce quartier pour les animaux de boucherie. Afin d'éviter la propagation des maladies contagieuses, on traitait directement la peau des bétails à sa sortie de l'abattoir sur les bords de la rivière. Nous sommes dans la rue de la Tannerie. La rue prenait le nom du métier qui s'y pratiquait. Tanneurs, fouleurs, corroyeurs et parchemiers étaient les artisans de la vieille ville. On les appelait les métiers de la rivière. C'est beau là. Les tanneurs tannaient la peau. Les corroyeurs assouplissaient le cuir. Les fouleurs foulaient la laine et la peau avec leurs pieds nus dans l'eau afin de la nettoyer. Et les parcheminiers fabriquaient des parchemins avec la peau des bétails. Les matières premières étaient travaillées ici avant de les emmener vers la ville haute. On en faisait le commerce en les transformant en vêtements, sacs, chaussures. À droite également, il y a les lavoirs, vieux de 500 ans. Je me rappelle mon jeune temps quand je venais battre le linge il y a 80 ans. Il était venu avec sa mère. Ouais. Mais il fait pas 80 ans. lui. Bah non, il est facile, Non, c'est pour ça que je devais venir avec sa mère. Et puis, c'était votre chauffeur Pierre. Sa mère, À elle- gauche, sur le mur du restaurant, vous découvrirez le dessin de la porte Guillaume. Avec ses deux grandes tours, elle était imposante. C'était l'entrée de ville pour les gens qui venaient de Paris. Cette porte Guillaume fut détruite en 1944 par une explosion. Il y a plein de petits ponts. Hein. À droite, derrière le train, vous aurez un joli point de vue sur la rivière, sur la cathédrale. Ah oui, Ouais. c'est deux flèches. Nous continuons à longer la rivière par la rue de la Foulerie qui a été préservée grâce à la loi Malraux de 1962 sur la protection du patrimoine. Ce sont ainsi plus de 500 maisons qui ont pu être aménagées. Chartres possède l'un des plus grands secteurs sauvegardés français. Les trottoirs pavés, la façade de la maison à gauche, numéro 56, nous rappelle l'ambiance des rues anciennes. Les quartiers de la vieille ville dans lesquels nous sommes en train de circuler étaient dangereux il y a encore 70 ans. Brigands, voleurs, rôdaient par ici. Ça fait quand même longtemps que nous n'avons pas été attaqués dans notre petit. Heureusement. Face à une maison au volet bleu turquoise, au-dessus de la fenêtre, vous apercevrez une plaque de rue illustrée où c'est inscrit rue de la Foulerie. On dirait un drap en train de sécher. C'est un trompe-l'œil réalisé par un artiste peintre chartrain, Alain Péane. Il a peint une quinzaine de plaques de rue comme celle-ci dans le quartier Saint-Pierre, dans lequel nous sommes en train de rentrer, pour essayer d'en retrouver quelques-unes de ces plaques de rue illustrées. Là, regarde. J'ai pas vu. Sur la fenêtre, là. Ah non. Ah oui. Non, vous n'aurez pas longtemps à attendre. À gauche, il y a la rue du Puy d'Or. Sur le mur, vous apercevrez un puits au bras d'un homme et des pièces d'or éparpillées. C'est la plus grande. À droite, un vieux lavoir réaménagé, habité. Des petits escaliers. J'espère qu'il y a La pierre pas de Chartres qui d'inondation compose ici. les principales vieilles maisons, les grands édifices comme la cathédrale ou les vieux ponts. C'est la pierre de Berchères, que l'on trouve dans les carrières de Berchal-les-Pierres, proches de Chartres. Elle a la particularité, cette pierre de Berchères, que vous retrouvez sur les bordures des trottoirs, d'être inusable
Elle durcit avec le temps. À droite également, il y a les arcades fleuries. Au fond, le pont Saint-Père, vieux parmi les plus vieux ponts, c'est le plus grand, lourd de 30 mètres. Pour apprécier des vieux lavoirs subis avec au-dessus un séchoir, où l'on sèche souvent le linge. Ouais. J'arrive pas à faire mon appareil photo. Face à nous, une maison au volet bleu. Au-dessus de la porte bleue, numéro 10, une plaque de rue illustrée, la rue de la Grenouillère et sa grenouille. En face. À vous de dire. Si on repasse, peut-être que là, Ici, vous avez un joli point de vue sur la rivière et sur le pont Saint-Hilaire. Oula, avec regarde la ses cathédrale là-bas. Regarde la cathédrale là-bas. c'est pas là-bas, elle est là. Ah ben oui, c'est vrai. Au-dessus de l'eau, vous apercevrez des caissons noirs qui protègent des projecteurs. Ceux-ci permettent d'éclairer les ponts et lavoirs à la nuit tombée dans le cadre de Chartres en lumière. Un événement unique au monde par sa durée, de mi-avril à début janvier, et par le nombre de monuments illuminés, il y en a une vingtaine. Ah oui, ça aurait bien voulu le faire hier soir. Vous découvrez sur la gauche l'imposante façade de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Père-en-Vallée, où étudiaient les religieux. À l'époque, seuls les hommes d'église avaient le droit d'ouvrir les livres, d'enseigner. C'est devenu une école secondaire, le lycée Marceau. Le général Marceau, l'une des gloires de l'histoire de France, est né à Chartres. Soldat à 16 ans, général à 24, il est mort également jeune à 27 ans, en 1796, sur le champ de bataille en Allemagne. L'église Saint-Pierre, modifiée de nombreuses fois, possède une élégante série d'arcs-boutants, très fine en style gothique rayonnant, ce qui amène à Saint-Pierre toute sa légèreté. Elle possède également une collection unique et importante de vitraux des XIIIe et XIVe siècles. L'église se termine par une grande tour carrée massive de la fin du Xe siècle, plus claire que le reste de l'église, qu'on appelle un clocher donjon carolingien, et qui a pu servir de refuge religieux lorsqu'ils étaient attaqués. Ils se barricadent à l'intérieur pour se protéger, car à l'époque l'église ne faisait pas partie des fortifications de la ville. À gauche du train également, une maison à pans de bois avec une tourelle, elle date du XVIe siècle. C'est beau là.